Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très, très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette formation des instituts d'été 2022 pour le Centre Franco. Aujourd'hui, on parle des sciences. Aujourd'hui, la formation a comme titre Les sciences pour toutes et tous et elle est offerte par M. Daniel Cyr. Je veux vous mentionner que cette formation sera enregistrée et qu'elle sera mise à votre disposition dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. Si vous avez des questions pendant la formation, il nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Vous pouvez soit utiliser votre micro ou encore la boîte de clavardage. Fait à noter, on vous demande de mettre votre micro en sourdine, ceci afin d'éviter tous les bruits et sons qu'on ne voudrait pas enregistrer pour la prospérité. Alors, voilà, l'introduction est faite. Merci tout le monde. Bonne formation à tout le monde. Et Daniel, je te passe le micro. Bien, merci beaucoup, Louis. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette belle journée pour une formation. Merci de prendre le temps de passer ces quelques heures, là, les prochaines heures avec nous autres pour parler de science, science pour toutes et science pour tous. Donc, avant de débuter, alors j'aimerais procéder à la reconnaissance du territoire sur lequel on se situe et on travaille et qu'on œuvre. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Aniata, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. La première chose que je voudrais faire, c'est peut-être me présenter. Alors, il y a peut-être des gens qui m'ont déjà vu, qui me connaissent, mais je ne reconnais pas beaucoup de noms. Alors, j'imagine que pas vraiment. Alors, mon nom est Daniel Cyr. Alors, je suis enseignant au niveau secondaire. J'enseigne de la 9e à la 12e année. Surtout, ma spécialité, c'est des domaines de chimie et de biologie 11e et 12e année. Alors, j'ai souvent des cours de chimie, biologie 11e, 12e année. J'enseigne aussi 9e année. Alors, ça, c'est mes niveaux d'enseignement. Je suis dans la région d'Ottawa. Et pour vous donner une petite idée, j'enseigne depuis septembre 99. Alors, je vous laisse faire le calcul comme tel. Je perds les années au fil du cours, du temps comme tel. Je vous ai placé mes différentes coordonnées, là, courriels, médias sociaux, etc. Alors, je vous invite, là, si jamais vous voulez suivre un petit peu mes activités ou si jamais vous avez des questions, vous voulez me rejoindre un petit peu plus tard, vous avez mes coordonnées qui sont là, vous pouvez me rejoindre. Tout au long de la présentation aussi, si vous voulez partager des choses sur les médias sociaux, on a le mot-clic, Institut du Centre, alors que vous pouvez utiliser aussi dans vos communications. Donc, je disais que j'enseigne depuis 99, septembre 99. Pendant toutes ces années-là, j'ai fait quelques années en tant que conseiller pédagogique au centre, au sein de l'équipe tactique. Et je vous dirais que ce fut des années là, qui ont été très, très marquantes pour moi et qui ont fait beaucoup qui m'ont permis de revoir ma façon de penser, ma façon de voir par rapport à l'enseignement des sciences. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus un peu plus tard. D'un point de vue plus personnel, je vais vous partager quelque chose de personnel. Une des choses que j'aime beaucoup l'été, c'est la randonnée, surtout de la longue randonnée. Alors, partir pour plusieurs jours en forêt par moi-même, avec mon sac à dos, tous mes effets. D'ailleurs, cet été, j'en ai profité pour faire un petit 6 jours, 100 quelques kilomètres par moi-même. Ça me permet de me ressourcer puis de refaire le plein, dans le fond, le plein d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. La forêt, le plein air, ça permet de libérer l'esprit beaucoup. C'est très, très, très bénéfique. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour moi.
Si je vous parle un petit peu de l'atelier, alors j'imagine que, bon, si vous êtes inscrite aujourd'hui, c'est que le titre ou la description vous plaisait, elle vous parlait un peu. Je vais vous parler un petit peu là, d'où est venue l'idée de l'atelier comme tel. Je vous disais tantôt que j'enseigne depuis 99. Puis je dirais dans mes premières années, surtout quand j'enseignais la chimie, bio, 11e, 12e année, c'était vraiment dans l'optique de préparer nos élèves pour des carrières en sciences au niveau postsecondaire. Alors, c'était vraiment ça l'optique. Surtout, j'avais en tête, ben, si tu as pris un cours de chimie ou de biologie en 11e, 12e année, c'est que tu as un intérêt pour ça. Si tu veux te diriger dans ce domaine-là, ce sont des cours optionnels, alors tu n'es pas obligé de les prendre. Alors, c'est important, là, on parle, c'est important d'être sérieux, d'être à son affaire. On te prépare pour l'avenir comme tel. Mais je vous dirais que dans les dernières années, ma vision a un petit peu changé. Puis, même pour mes élèves de 11e, 12e année, c'est plus vraiment mon optique de les préparer pour le collège ou l'université dans un domaine scientifique, mais c'est plutôt pour développer leur culture scientifique. Parce qu'on se rend compte que même nos élèves qui ne se dirigent pas dans un domaine scientifique ont besoin d'avoir un certain nombre de connaissances scientifiques, d'avoir une bonne culture scientifique pour pouvoir comprendre les enjeux auxquels ils vont devoir faire face. Donc, on a juste à penser dans les dernières années, les 2 dernières années avec la pandémie, la vaccination. On parle de changement climatique. Donc, c'est important pour tout le monde d'avoir cette culture scientifique-là. Et mon objectif aujourd'hui, c'est plus dans cette optique-là de développer chez les élèves cette culture scientifique-là, cette curiosité scientifique-là qu'ils vont pouvoir utiliser dans différents domaines de leur vie, même s'ils ne sont pas en sciences. Parce que dans le fond, si on y pense, les sciences, c'est la vie qui nous entoure, c'est tout ce qu'on fait, ce sont des sciences. Louis parlait tantôt qu'il était en train de faire du ketchup à la maison. Bien, il est en train de faire une expérience scientifique présentement. Et là, il parlait de l'odeur du vinaigre. Alors, le vinaigre qui est un acide, l'acide acétique, alors qui déclenche son bulbe olfactif au niveau de son nez, qui déclenche une réaction physiologique. Bien, tout ça, c'est de la science. Alors, la science, c'est tout ce qui nous entoure. Alors, c'est important pour tout le monde d'avoir cette culture scientifique-là. Alors, c'est un peu dans cette optique-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher tous nos élèves, l'ensemble de nos élèves, et leur donner le goût d'en connaître plus, d'en savoir plus et de développer leur culture scientifique. Alors, c'est un peu l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, bien, je vous propose quelque chose de bien simple parce qu'on est encore en vacances, encore pour une semaine pour ma part. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un petit peu plus encore. Donc, on est encore en vacances, donc on prend ça un peu relax quand même pour cet après-midi. Alors, je vous disais tantôt que j'aime beaucoup le plein air, faire de la randonnée. Et ce qui peut être agréable à ce temps-ci de l'année, parce que les matins sont un petit peu plus frais, des fois, si on est en camping, c'est d'avoir un petit feu, un petit café pour se réchauffer sur le bord du feu. C'est une occasion pour jaser, pour discuter, pour échanger. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est une discussion, un partage, parce que durant l'année, on n'a malheureusement pas souvent le temps de partager nos expériences et de discuter. Dépendamment de votre école, vous êtes peut-être le seul ou la seule enseignante de sciences, ou encore vous êtes le seul ou la seule enseignante pour un domaine particulier. Donc, souvent, on n'a pas le temps d'échanger nos pratiques, de discuter. Puis, il faut se le dire, ça va très, très vite durant l'année scolaire. Donc, des fois, on se croise dans les corridors vite, vite, mais on n'a pas le temps de prendre le temps de jaser. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne ce temps-là pour jaser. Et j'espère que vous allez être capable, vous allez en profiter aussi. Il y a plusieurs façons, donc on peut échanger. Donc, évidemment, vous pouvez prendre le micro et ça à n'importe quel moment. Je vais juste me dire, Daniel, j'ai un petit commentaire, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce que tu as dit. J'aurais une question, peu importe. Prenez le micro, s'il vous plaît. Aussi, il y a la zone de clavardage. Donc, à tout moment, là, vous pouvez mettre un petit mot et je peux vous lire au fur et à mesure. Et si j'oublie quelque chose, alors Louis va peut-être pouvoir m'en ajouter. Alors, je regardais les messages, justement. Alors,
Oh, j'ai quelqu'un qui était dans ma classe. Oh, c'est bien ça. J'espère que vous allez pouvoir découvrir des nouvelles stratégies d'enseignement et j'espère qu'avec notre partage, on va pouvoir s'aider et enrichir notre banque de ressources pédagogiques qu'on peut utiliser. Et j'espère aussi qu'aujourd'hui, ben, ça va vous permettre de vous inspirer pour l'année à venir puis vous donner de l'énergie pour commencer l'année scolaire du bon pied aussi. Alors voilà, c'est un peu le contrat que je vous offre pour cet après-midi. Et voilà. Donc, commençons. Alors ça, c'est pour moi. J'aimerais vous connaître un petit peu. Donc, je vous propose deux choses. La première chose, ce serait évidemment de signaler votre présence. Alors, vous pouvez voir, il y a un petit formulaire de présence. Alors, si vous cliquez sur le formulaire, ça vous amène à une autre page. Et là, attendez une minute. Alors, si vous cliquez sur le petit lien du formulaire, là, ça va vous amener à une autre page. Et sur cette page-là, on vous demande tout simplement votre nom, prénom, votre courriel et de quel conseil vous êtes. Alors, si vous voulez prendre quelques instants pour remplir ce petit formulaire. Aussi, Daniel, est-ce que tu oui, peux m'ajouter puisque je suis au téléphone? en voiture, bien sûr. Bien, ce sera possible de le faire un peu plus tard aussi. Parce que moi, je ne suis pas capable, là. Je n'ai pas accès au fichier. Oui, je comprends. Alors, tiens, pour ceux qui veulent le lien vers la présentation. Bonjour. Oui, bonjour. C'est que je clique dessus, puis ça ne m'apporte pas nulle part. Est-ce que c'est moyen de faire quelque chose? Ah, attendez une minute. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de clavardage. Donnez-moi un instant. Je vais vous placer ça à l'instant dans la boîte de clavardage. Voilà. Je crois que ça fonctionne. OK. J'ai une difficulté de lire vos écrits parce que ça dépasse l'écran. Je vois juste Miller de présence. Donc, le reste, ça n'apparaît pas sur l'écran. Oui. Attendez une minute. Je vous ai mis le lien dans la boîte de clavardage. Je ne sais pas si en cliquant dessus, ça va vous aider un petit peu. Sinon, attendez, regardez ce que je vais faire. On va faire ça de cette façon suivante. Voilà. Voilà. Alors, je crois que ça, c'est peut-être mieux. Alors, vous avez le lien ici vers le formulaire. Alors, si vous cliquez dessus, alors, si on copie-colle le lien dans Google, ça fonctionne. Alors, si vous cliquez sur le formulaire, ça vous amène ici. Alors, on vous demande d'indiquer votre nom, votre prénom, votre courriel et votre conseil scolaire. Vous pouvez indiquer aussi l'abréviation de votre conseil scolaire. Là. Vous n'êtes pas obligé de l'indiquer au long comme tel. Et pendant qu'on fait ça, on prend quelques minutes aussi en même temps. Si vous voulez m'indiquer peut-être dans la boîte de clavardage toujours, quelques informations sur vous, un peu. Alors, dites-moi un peu d'où vous êtes. Okay? Donc, de quel, en indiquant votre nom, votre niveau d'études, donc est-ce que vous êtes à l'élémentaire, à l'intermédiaire, au secondaire, et j'aimerais savoir quelle est votre activité préférée de l'été. Alors, je vous ai dit tantôt, moi, de mon côté, c'était vraiment faire de la randonnée, et d'ailleurs, je m'en vais là, dans les prochains jours faire quelques journées de randonnée avec mes deux garçons, alors j'ai bien hâte. Alors, si vous avez la chance de faire ça, on se donne quelques minutes. Du camping. Ah oui. Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Ah, j'ai plusieurs personnes qui aiment le plein air. Ah, c'est bien ça. C'est peut-être une caractéristique des gens en sciences. Première à la sixième année. Lire, dormir et voyager. Oui. Jouer au golf. Oh, je ne vous raconterai pas. J'ai joué au golf une fois dans ma vie et ça n'a pas été un succès, malheureusement.
Et j'ai rangé les bâtons que j'avais empruntés et je ne les ai jamais ressortis. C'était mieux pour les autres gens autour de moi. Nous avons découvert le parc Algonquin cette année. Oui, très bel endroit pour aller faire du canot, entre autres. Sciences géo. De l'escalade, 5e année. Oui, c'est bien. Randonnée pédestre. Alors, j'ai beaucoup de gens qui aiment des activités de plein air. Ah, ça, c'est fantastique. J'aime ça. OK. Je vois Chantal qui avait une main levée. Que Chantal voulait prendre la parole. Excuse-moi, c'était tantôt, c'était pour le formulaire de présent. Mais c'est parce que je n'étais pas appliquée sur le lien, là, je suis capable. En tout cas, ça ne fonctionne pas bien pour moi. C'est correct. Ma main est baissée. OK. Bon, ben, pas de problème. Pas de problème. Jardinage. Ah oui, j'aime ça. Fantastique. Alors, vous pouvez continuer à m'indiquer là, vos activités. Et on va poursuivre. OK? Peut-être une petite mise en contexte. Toujours en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Alors, les sciences pour tous et pour toutes. On sait tous qu'on a plusieurs défis qui nous attendent cette année. Donc, on a eu des gros défis dans les 2 dernières années avec la pandémie, l'enseignement en ligne. Et pour les sciences, c'était à la maison, on est assez limité de ce qu'on peut demander à nos élèves de faire, par exemple, comme expérience de laboratoire, etc. Mais on a encore d'autres défis qui nous attendent. Il y a évidemment cette incertitude, donc on espère que la prochaine année sera peut-être un petit peu plus calme côté pandémique, mais on ne sait jamais ce qui pourrait nous pendre au bout du nez. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a, oui, un nouveau curriculum pour 7e à la 9e année. Donc, 7e, 8e, c'est sorti l'année dernière. De 1 à 8, je ne savais pas pour de 1 à 8, je savais de 7 à 9. Donc, ce nouveau curriculum-là, bien évidemment, ça amène des ajustements. Aussi, par rapport à ce qu'on a vécu dans les dernières années, bien, on a surtout certains rattrapages, évidemment, des fois à faire avec nos élèves. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup d'expérience. Donc, nous, on l'a noté, par exemple, on avait des élèves qui arrivaient, par exemple, en 9e année ou même en 11e année. Ils n'avaient pratiquement jamais fait de laboratoire. Donc, il y a un certain rattrapage à faire au niveau des sciences. On a un nouveau curriculum en sciences. En 9e année, on a des classes décloisonnées maintenant. Donc, on n'a plus les profils appliqués et théoriques. Alors, c'est beaucoup de choses. Et on veut s'assurer comme enseignants et enseignantes de pouvoir répondre aux besoins de tous nos élèves et de développer leur amour scientifique et leur culture scientifique aussi. Alors, c'est l'idée de savoir bien, comment est-ce qu'on fait ça. Okay? Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, j'ai pensé pendant mes randonnées, dans le fond, à 5 éléments qui peuvent nous aider à aller rejoindre tous nos élèves et développer leur amour des sciences aussi. Okay? Et il y en a peut-être d'autres que vous allez pouvoir nous partager. Alors, première des choses. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas... Voilà, il y a un petit délai. Alors, pour débuter, vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme celles qui apparaissent à l'écran. Okay? Comme par exemple, je n'aime pas les sciences. Comme les sciences, c'est difficile. Moi, j'avais l'habitude de le dire, les sciences, c'est pas pour tout le monde. Alors, surtout en 11e, 12e année, mes premières années, je dis, ben, c'est pas pour tout le monde, les sciences, des fois. Alors, quand j'avais des élèves qui me disaient, ah, monsieur, finalement, j'irai pas en sciences, je me disais, ben, c'est correct. Il faut être intelligent pour faire des sciences, OK? Ou encore des élèves qui me disent, les sciences, c'est pas pour moi, ou j'aurais pas besoin des sciences dans mon domaine. Alors, je vous poserai les questions en quelque sorte, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, soit dans la zone de clavardage ou encore prenez le micro. Est-ce que c'est le genre de phrase que vous avez déjà entendu et pourquoi?
pourquoi vous pensez que les gens ont cette impression-là par rapport aux sciences, ou pourquoi nos élèves n'aiment pas nécessairement les sciences? Alors, je vous lance la question. Okay? Si vous pouvez m'écrire quelque chose dans la zone de clavardage, prendre le micro si c'est plus simple. Alors, pourquoi nos élèves n'aiment pas nécessairement les sciences? Pourquoi ils trouvent ça difficile? Pourquoi ça les intéresse moins? Okay? Alors, Lisa dit les jeunes adorent les sciences. OK? Je ne sais pas si tu veux nous prendre le micro, nous en rajouter un petit peu là-dessus. Mais c'est peut-être parce que c'est très expérimental, comme peut-être. Peut-être moins expérimental avec les plus vieux. Parce que le niveau que j'enseigne, c'est très comme on va dans la nature, puis c'est très authentique en tout cas. Oui, effectivement. Ça, c'est un aspect. On a un bon côté qu'on a, nous, par exemple, lorsqu'on enseigne les sciences, c'est qu'on a ce côté-là plus authentique qu'on peut relier à la vie de tous les jours. J'ai Nathalie qui a une main levée. Allô. Bonjour. Pour moi, c'était très difficile, les sciences. Peut-être parce que je n'ai pas compris au début, ou peut-être c'est un professeur qui avait de la difficulté avec les sciences aussi. Mais moi, je trouve que j'ai de la difficulté à enseigner les sciences parce que mes connaissances ne sont pas, ou ma façon de l'approcher n'est pas. Fait que je pense souvent que c'est à cause du professeur, de l'enseignant qui a de la difficulté ou qui n'est pas connaissant ou qui n'est pas à l'aise là-dedans. C'est pour ça que je me ressource. Oui. Et, OK. Nathalie, à quel niveau est-ce que vous enseignez? Ben là, je suis au primaire, je suis lead pédagogique en français et en mathématiques. Mais il y a des chances que j'enseigne la science aussi. Mais je suis au primaire, là, c'est de la maternelle à la 8e. OK. Je crois que ça dépend de la façon que c'est enseigné. Nous sommes en mesure de transmettre la curiosité, tout comme n'importe quelle autre matière. C'est important de faire vivre les sciences. J'aime beaucoup ça, faire vivre les sciences. Magali qui nous dit c'est trop théorique, pas assez d'expérience scientifique. Oui, souvent, on a ce côté-là. Souvent aussi, moi, j'ai vu aussi, par exemple, quand on a quelqu'un qui est un petit peu moins familier, qui a peut-être un petit peu une crainte au niveau de l'enseignement. J'ai Marie-Ève qui avait une main levée. Oui, je crois aussi que les sciences sont souvent synonymes des clichés qu'on se fait des scientifiques. On fait beaucoup, quand on pense à des scientifiques, on va voir le savant fou, on va montrer Einstein. Fait que je pense qu'il y a des élèves qui ont de la difficulté à s'identifier à ça parce qu'en quelque sorte, ça fait peur. Puis c'est ça, comme qu'on dit beaucoup, c'est très théorique. Oui. Puis il y a des élèves qui se sous-estiment, comme les mathématiques aussi. J'enseigne depuis plusieurs années les mathématiques, puis c'est ce qu'ils disent les élèves. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, c'est pas fait pour moi. Mais c'est ça, je pense que c'est de s'abstenir de mettre des images de stéréotypes aussi, puis de mettre comme des personnalités connues qui ont fait découvrir des choses, mais qui n'ont vraiment pas le stéréotype d'un savant fou, quoi. Oui, effectivement. Là, je vois Lucie qui rajoute un TED Talk sur une jeune scientifique qui était une ballerine. Ah, ça serait intéressant. Lucie, si tu retrouves le lien, même dans la zone de clavardage, ça serait intéressant. Puis, Maria, pour revenir à ce que tu disais, je vais vous donner l'idée. Je vais prendre Louis encore tantôt comme mon exemple préféré. Louis me disait des fois, il disait, Louis m'a déjà fait cette remarque-là, qu'il n'était pas nécessairement très, très bon en sciences quand il était à l'école. Mais dans le fond, Louis ne le sait pas, mais Louis, c'est un scientifique, dans le fond. Parce que vous ne savez pas, mais Louis a un énorme jardin, il cultive, c'est un agriculteur, il y a des abeilles. On peut poser plein de questions sur les abeilles, les ruches, le miel, etc. Mais tout ça, c'est de la science.
Alors, je me souviens, à un moment donné, Louis il parlait de faire de la gelée de pommettes et que sa gelée ne prenait pas bien. Alors, pourquoi la gelée ne prend pas bien? Bien, ça fait partie de la science. S'il y a un problème avec les abeilles, par exemple, qui meurent et qu'il perd plusieurs de ces abeilles, bien, pourquoi ils meurent? Comment je peux faire pour que mes abeilles survivent davantage? Bien, ça, c'est de la science. Et tout simplement, jardiner, on parlait de jardiner tantôt, ça aussi, c'est de la science. Alors, ce stéréotype-là du scientifique avec son sarrau blanc, ses grosses lunettes qui ont fait des explosions, c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Trop théorique en 7e, 8e. Oui, oui, j'ai quelqu'un qui voulait prendre la parole? Non. Oui, voilà. Okay. Alors, je vous propose, comme je disais tantôt, en réfléchissant, j'ai réfléchi à 5 éléments qui peuvent nous aider à rendre ces sciences-là accessibles à tous. Et vous allez voir qu'il y a certains de ces éléments-là qui n'ont pas de lien nécessairement avec les sciences et qui pourraient s'appliquer dans n'importe quel domaine. Et les deux premiers, d'ailleurs. Okay? Alors, le premier élément que je voulais vous présenter, c'est de créer ce milieu d'apprentissage-là. Et là, je donne l'exemple un petit peu de mon exemple personnel, mes premières années et mon cheminement. Comme je disais au début, les premières années, j'enseignais chimie, biologie, 11e, 12e année, et c'était du sérieux. Okay? Alors, pour moi, c'était du sérieux. Alors, si tu t'es inscrit en chimie, 11e, 12e, c'est parce que tu voulais aller en sciences à l'université, au collège, tu étais sérieux. Si tu n'étais pas prêt à faire le travail, bien, tu n'aurais pas dû t'inscrire finalement. Alors, c'est un choix que tu avais fait. Donc, ça ne faisait pas nécessairement un bon milieu d'apprentissage parce que c'était très théorique. Il y avait beaucoup d'éléments aussi à apprendre, beaucoup de matière. Alors, il ne fallait pas perdre du temps comme tel. Et je me suis rendu compte plusieurs années plus tard que je faisais peut-être un peu fausse route. Et c'est là l'idée de créer ce milieu d'apprentissage, un milieu où tout le monde va se sentir inclus, peu importe à quel niveau ils sont, peu importe quel est leur niveau d'intérêt pour les sciences, et peu importe s'ils veulent poursuivre en sciences plus tard ou seulement développer leur curiosité, leur culture scientifique. Je donne un autre exemple de ma vie. Quand l'école où je suis présentement, quand je suis arrivé, j'avais un collègue qui enseignait physique. C'est un très bon ami à moi, d'ailleurs, présentement. Mais les premières années, je le regardais, puis des fois, tu sais, je passais devant sa classe. Puis lui, il pouvait jaser avec ses élèves, juste parler avec ses élèves pendant 30, 40 minutes sur une période d'1h15. Et là, finalement, il finissait par enseigner physique, des concepts de physique, pendant peut-être 15 à 30 minutes. Alors, dans ma tête à moi, nouvel arrivant, dans une profession d'enseignement, puis voulant préparer mes élèves pour l'université, bien, j'étais comme, OK, mais il perd son temps. Okay? Il perd le temps des élèves, il perd son temps. Donc, je trouvais qu'il n'était pas efficace. Puis, en fin de compte, je me suis un peu trompé parce que, au contraire, il y avait un petit peu raison. C'était important de prendre ce temps-là de jaser avec les élèves pour développer ce milieu d'apprentissage et s'assurer que les élèves sont prêts à apprendre comme tel. On fait un bond dans le temps. Dans les dernières années, on a été obligé de travailler en ligne, comme ça. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on a eu le congé, la relâche au mois de mars qui a été déplacée au mois d'avril. Et après la relâche, bien, on a été en ligne jusqu'à la fin de l'année. Et juste avant cette période-là en ligne, j'étais très inquiet par rapport à comment je vais faire ça en ligne pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne savais pas trop. Et j'ai un de mes amis collègues qui, lui, était en enseignement en ligne depuis le septembre précédent. Puis en lui jasant, je dis, bien, comment tu fais? Puis il dit, Daniel, l'important, c'est pas nécessairement ta matière, c'est pas ton curriculum. J'étais comme, oui, je le sais déjà, c'est ça. Il dit, prends le temps de leur jaser, prends le temps de leur parler aux élèves, prends le temps de développer ce milieu d'apprentissage-là avec eux. Et c'est ce que j'ai fait pendant l'enseignement en ligne. Et même que mon épouse qui était à la maison, elle pouvait m'entendre. Puis, des fois, on avait un bloc, on avait 2 blocs d'1 heure avec une pause de 15 minutes. Et à la pause, elle venait me voir et elle me disait, Daniel, ça fait 45 minutes que tu jases avec tes élèves, puis tu n'as enseigné que 15 minutes sur l'heure complète. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave.
c'est pas nécessairement ça qui est important, mais ce qui est important, c'est de créer cette relation-là, de créer ce milieu d'apprentissage-là avec les élèves. Et des fois, avec certains élèves, c'est facile d'établir cette relation. Mais avec d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Donc, des fois, je vais aller chercher des questions ou des sujets qui sont peu menaçants. Okay? Alors, par exemple, je donne l'exemple qui est sur l'écran ici, où une des questions que j'utilisais en chimie 11e année, c'était « Quelle est ta saveur préférée de beigne? » Alors, quel type de beigne tu aimes le plus? Alors, ce n'est pas vraiment menaçant, ça ne dévoile pas grand-chose sur moi-même si je dis que j'aime les beignes au chocolat ou j'aime les beignes, je ne sais pas, Boston Cream ou quoi que ce soit. Mais ça permet de débuter une conversation et, veut pas, cette petite conversation-là permet d'en apprendre un petit peu plus sur nos élèves. Ça leur permet de les apprivoiser un petit peu. Puis juste pour vous donner une idée pourquoi j'utilisais cette idée-là de beigne, parce que cette journée-là, j'enseignais un concept scientifique qui est la mole. Et une des idées que j'utilise souvent, c'est une mole de beigne. Alors, je compare la mole à la douzaine. Alors, une douzaine de beignes, une mole de beigne, etc. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce qui est important, c'est vraiment prendre le temps de bien connaître nos élèves. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent, par exemple, des fiches d'information personnelle. Ça, c'est très, très bien pour connaître, surtout peut-être plus là, quand les élèves commencent à être un petit peu plus vieux, surtout au secondaire, pour connaître quel est leur prénom de préférence, quel est leur pronom qu'ils utilisent, connaître un petit peu leurs activités, leurs intérêts, leurs inquiétudes par rapport aux sciences aussi. Ça, c'est important. Une chose que je vais mentionner, puis je l'ai mis en gras ici, l'accueil ou bien connaître nos élèves, ça ne se limite pas à la première journée ou à la première semaine. C'est un processus qui continue. Puis souvent, on a tendance à... Tout à coup, on arrive proche des examens, proche de la fin de l'année scolaire. Là, on laisse de côté ça un peu, cet aspect-là, pour se concentrer sur notre curriculum ou sur les aspects qu'on va dire un petit peu plus importants. Donc, mais il faut que ce soit un processus continu du début jusqu'à la fin de l'année ou du début du semestre jusqu'à la fin du semestre. Puis si je peux vous donner un petit conseil, une petite astuce ici, personnellement, je ne suis pas celui qui a la meilleure mémoire pour ça, puis me souvenir de ce que tel élève faisait ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire des petites notes secrètes dans votre agenda pour dire « Oh, lundi matin, je sais que j'avais tel élève qui avait une activité durant cette fin de semaine. Bien, lundi, je vais faire une attention particulière pour lui demander comment a été son activité. » Ou encore, par exemple, des fois, on a certains élèves qui sont un petit peu plus timides. Il n'y a rien qui nous empêche de nous faire une note dans notre agenda, de dire oh, cette semaine, il faut vraiment que je parle à cet élève-là. Puis quand on lui parler, c'est lui parler un peu de tout, de rien, juste pour créer ce lien de confiance-là et créer ce milieu-là pour que tout le monde se sente confortable dans la classe et prêt à apprendre comme tel. Ou des fois, on peut se faire une petite note ou dire ben, aujourd'hui, il faut que je parle cette semaine, il faut que je parle à 3 élèves différents. Des choses comme ça pour aider à développer ce milieu d'apprentissage-là. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Le premier point, c'est de créer un milieu où tout le monde est confortable, tout le monde est à l'aise. Il y a un lien de confiance qui s'établit entre le prof et les élèves, d'être à l'écoute, d'être empathique envers les élèves et de personnaliser cet accueil-là. Autrefois, mon accueil, c'était simple. Tu sais, je me tenais à la porte, je disais bonjour à tout le monde, mais c'était comme un bonjour mécanique. À la fin de la classe, je disais ben, bonne journée tout le monde, mais c'était une bonne journée, un bonjour un peu mécanique aussi. Alors, c'est important d'aller personnaliser cet accueil-là ici. Pour finir sur cet aspect-là de personnaliser l'accueil, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, puis peut-être lever la main. Moi, j'avais déjà vu ça là, en ligne sur les médias sociaux, là, surtout à l'élémentaire. Il y avait des profs qui avaient des espèces d'accueil personnalisés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, là, où chaque élève avait sa poignée de main secrète avec le prof, ou encore des élèves qui arrivent puis il y avait comme j'ai déjà vu ça, là, il y avait une fiche, puis là, l'élève cliquait, ben moi, aujourd'hui, je veux une poignée de main, moi, aujourd'hui, je veux une petite danse, moi, je ne sais pas si... Il y en a qui ont déjà vu quelque chose du genre. Faites-moi signe si vous avez quelque chose en levant la main.
Oui, Thérèse qui me dit oui. Lucie me disait dans la boîte de clavardage, j'ai plusieurs activités d'équipe. Lisa aussi. J'aimerais ça savoir, Lucie, si tu veux en partager une activité d'équipe que tu fais les premières semaines. Lisa qui levait la main, qui a déjà vu ça. J'en ai déjà vu en ligne, mais je n'ai jamais fait ce genre d'accueil. Nathalie, ouais. C'est un peu particulier. Là. J'avais vu ça, mon ami, c'est un enseignant, là, puis chaque élève avait sa poignée de main personnalisée. J'étais comme, wow, ça c'est fantastique. Mais au secondaire, ça serait un petit peu bizarre, un petit peu. Là. À l'élémentaire, je pense que ça se fait mieux. Mais je vous inviterais, s'il y en a qui veulent nous partager si vous avez des rituels d'accueil ou des activités d'accueil, j'aimerais ça vous entendre, ne vous gênez pas. Les affiches disponibles en ligne. Ah, ça, c'est bien, ça. Je ne connaissais pas ça. Je vais aller voir ça, définitivement. Fantastique. Souvent, ce que je vais répondre à le classique défi de la guimauve. Ah oui, je vais en parler tantôt. Le fameux défi de la guimauve pour les travaux d'équipe. Et ça, ce milieu d'apprentissage-là, c'est un défi. Parce qu'on a des élèves qui vont arriver dans notre classe, ils vont se dire « Ah, moi, je ne suis pas nécessairement bon en sciences, ils n'osent pas prendre la parole. » J'essaie de répéter plusieurs fois avec mes élèves que tout le monde a quelque chose à contribuer à l'apprentissage et qu'on l'apprend en groupe. Et que lorsque tu t'empêches de dire quelque chose ou que tu es un peu trop, je ne veux pas dire timide, mais que si par exemple tu es absent ou quoi que ce soit, tu prives le groupe de ce que tu pourrais leur apprendre. Donc, je dis que tout le monde a quelque chose à apporter au groupe et que c'est en groupe qu'on apprend. Donc, on n'apprend pas de façon individuelle. Quand j'étais au secondaire ou à l'université, c'était vraiment individualisé l'apprentissage. Mais maintenant, c'est une question de groupe. Donc, c'est de créer cet environnement-là qui est sécurisant et où tout le monde se sent à l'aise de pouvoir apprendre. L'empreinte et l'objet sur Maths. Est-ce que façon de faire est culturelle? Est-ce que ça irait avec nos enfants d'ici? Est-ce que ça emboîterait le pas? Je ne suis pas certain de la question, Magali. Je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu. Alors, on a parlé tantôt du oui, Daniel. Oui, vas-y. Oui, Daniel, je veux dire par là, est-ce que si on commencerait comme une sorte de danse, tu dis, si les enfants allaient, parce que j'ai vu ça aussi sur les médias sociaux, comme aux États-Unis, chaque enfant fait une sorte de danse. Mais moi, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas si les enfants vont emboîter le pas. Oui, je pense que c'est une question de connaître son groupe. Puis c'est ça, c'est que ça prend du temps. Hein. Apprendre à bien connaître son groupe d'élèves, ça prend du temps. Puis développer cette culture d'apprentissage où, dans le fond, on est un tout et tout le monde ensemble, on va découvrir des choses durant l'année ou durant le semestre. Puis tout le monde ensemble, on va travailler ensemble pour développer notre connaissance scientifique. Ça prend un certain temps. Et par exemple, moi, au secondaire, les élèves sont habitués où le prof, là, il est en avant, puis il donne les réponses en quelque sorte, puis il nous explique la matière. Et là, je leur dis, non, c'est pas comme ça qu'on va procéder, c'est qu'ensemble, on va mettre nos têtes ensemble, puis on va découvrir, puis on va apprendre comment fonctionne le monde scientifique. Et là, ça les déboussole un petit peu. Et ça prend quand même un bon temps. Alors, si j'ai des groupes, par exemple, en septembre, là, le premier mois, là, avant qu'ils embarquent. Donc, c'est important de faire des activités pour développer cet esprit de groupe, cet esprit de collaboration, cette communauté d'apprentissage. Alors, c'est vraiment l'idée de créer cette communauté où tout le monde ensemble, on apprend. Alors, peut-être que ce ne serait pas, par exemple, si vous enseignez à l'élémentaire, ce ne serait peut-être pas dans les premières semaines, mais peut-être plus tard dans l'année, comme une fois que cette communauté-là, elle est bien instaurée, en quelque sorte.
Mais tout ça pour dire, je reviens à l'importance de bien connaître nos élèves, connaître leurs besoins, les sécuriser, développer ce milieu qui est inclusif où tout le monde sent qu'il peut contribuer au développement des connaissances. Puis en lien avec ça, c'est encore le même lien, c'est créer cette communauté d'apprentissage-là. Que l'apprentissage, ce n'est pas un processus individuel, mais c'est bien un processus collectif et qu'on veut encourager tout le monde à collaborer, que tout le monde a quelque chose à contribuer à la classe et au développement des connaissances. On a parlé tantôt là, du fameux défi là, des guimauves. Donc, une des stratégies que j'utilise des fois au début de l'année, puis il y a quelqu'un qui en a parlé aussi, c'est cette espèce, en anglais, il appelle ça le Marshmallow Challenge. Là. Si vous ne le connaissez pas, là, vous cliquerez sur le lien. C'est assez simple, dans le fond, c'est qu'on donne un certain nombre de spaghettis à chaque équipe. On donne un guimauve, un bout de corde, un bout de ruban adhésif, et là, ils doivent créer la tour la plus haute qui vont supporter le guimauve comme tel. Alors, ils doivent être capables de mettre le guimauve à la fin dessus. Il faut que ça tienne pendant 30 secondes. Puis là, on peut le mettre à différents niveaux. Là, si on veut vraiment que ce soit un challenge vraiment difficile, on peut faire en sorte que, par exemple, ils n'ont pas le droit de coller le spaghetti sur la table. Ils n'ont pas le droit de piquer le guimauve dans les spaghettis pour rajouter des tâches. Je peux vous donner une idée de ce que ça donne. Donnez-moi une minute. J'en ai une image ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tiens. Voilà. Alors, ça donne un petit peu ça à la fin, où on a, par exemple, une tour, et là, on met un spaghetti sur le dessus, il faut que ça tienne. Alors, c'est savoir qui va avoir la plus haute tour, le plus haut spaghetti, dans le fond. Ouais. Ça, c'est un défi que j'utilise des fois pour créer. Il y en a un autre semblable, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, avec des Pringles. L'idée, c'est de prendre une boîte de Pringles, ça veut dire les chips, puis d'essayer de faire un cercle complet avec les Pringles. C'est juste un petit peu plus dispendieux là, parce que s'il faut acheter comme une boîte de Pringles par équipe, ça coûte un petit peu plus cher qu'un sac de spaghettis puis des guimauves comme tel. Alors ça, c'est différentes idées. Ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser, là, puis il y a différentes activités comme ça pour développer cet esprit de travail d'équipe. Tout au long de l'année, une stratégie que j'utilise beaucoup pour développer le travail d'équipe, dans notre conseil, on appelle ça la classe collaboro-réflective. En anglais, on appelle ça le Thinking Classroom. Je vous ai mis un lien plus loin là, vers des ressources par rapport au Thinking Classroom. Mais l'idée du Thinking Classroom, c'est simple, c'est de placer des élèves en équipe, placer en équipe de 3, d'utiliser des tableaux blancs ou des surfaces non permanentes, là, donc les élèves sont debout, et on leur donne un défi, on leur donne un problème, et là, en équipe de 3, ils vont tenter de solutionner ce problème-là. Et moi, comme prof, je peux circuler, puis je peux aller poser des questions, puis tout ça. Et ce que ça fait, c'est que, je peux voir leurs difficultés, je peux voir leur niveau de compréhension parce que tout est visible, mais 2 aussi, parce qu'ils sont en équipe de 3, ça force la collaboration. Et parce que c'est un problème qu'aucun des 3 n'a jamais vu, c'est rare où il y en a une personne qui connaît la réponse puis qui fait pour les 2 autres. Alors, des fois, il y a quelqu'un qui a un bout de réponse, puis là, il fait un chemin, puis il se rend compte à la fin, oups, finalement, ça ne marche pas. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive, puis peut-être si on essayait ça, ou peut-être si on essayait ça. Donc, ensemble, ils vont aller construire leur compréhension et leur connaissance. Et je vous dirais que ça fonctionne très, très bien, que ça peut être utilisé à plusieurs niveaux. Ceux qui enseignent mathématiques, il y avait quelqu'un qui me parlait de mathématiques tantôt. Je pense que c'était Marie-Ève. Ça fonctionne très, très bien en mathématiques. Donc, allez voir cette ressource-là, le Thinking Classroom, ça fonctionne bien. Et je vous présente un petit outil ici que vous pouvez utiliser, que j'aime beaucoup. Okay? Pour créer des groupes, parce qu'une des choses qui arrive, c'est que si on veut créer cette communauté d'apprentissage-là, c'est important que les élèves puissent travailler avec différentes personnes et pas toujours les mêmes personnes. Alors, si on laisse les élèves faire leur propre groupe, ils vont toujours travailler avec les mêmes. C'est toujours les mêmes qui vont se retrouver un petit peu exclus. Donc, c'est important de varier ces groupes-là.
Et l'idée de le faire aléatoire permet de varier ces groupes-là. Et aussi, l'idée de le faire aléatoire, bien, ça démontre aux élèves que ce n'est pas monsieur ou madame qui a choisi que je travaille avec telle personne. Quand on le fait, on peut le faire de façon aléatoire là, devant eux, donc ils voient que c'est vraiment le hasard. Et pour créer cette communauté aussi d'apprentissage-là, c'est que des fois, les faire travailler en équipe, mais pour des tâches ponctuelles, pour une période ou pour une activité, puis ensuite, la prochaine activité ou la prochaine période, ils vont travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, on ne parle pas nécessairement de travail de longue haleine où leur note en dépend ou quoi que ce soit du travail des autres, mais c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Alors, je vais vraiment vous montrer ça ici. Le petit outil qui s'appelle Flippity, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Il y a plusieurs outils qui viennent avec ce site-là, Flippity, que vous pouvez utiliser dans différents contextes. Je vous laisserai regarder, là, il y en a plein. S'il y en a qui aiment faire, par exemple, des bingos, il y a possibilité de faire des bingos. Si vous aimez faire des salles d'évasion, donc il y a possibilité d'avoir des cadenas en ligne, par exemple. Toute une panoplie d'activités. Il y en a une activité pour des badges, par exemple, si vous utilisez des badges dans vos classes. Donc, c'est possible de tenir compte de ça. Mais moi, je vais vous montrer pour faire des groupes aléatoires. Vous allez ici, cliquer sur Instructions, et là, ils ont changé leurs choses dernièrement, et c'est encore mieux. Et là, vous avez ce qu'ils appellent... Attendez, non, je me suis trompé. Est-ce que je me suis trompé? Je vais aller dans le démo, je pense. C'est ça qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc, ça, c'est le démo, dans le fond. Alors ici, on peut... Donc, par exemple, ça, c'est votre classe. Vous pouvez simplement cliquer dessus, choisir une personne, mais c'est possible de faire des équipes. Okay? Alors, si je vais avoir des équipes je vais avoir 3 équipes ou des groupes de 3, par exemple, ça me permet de faire des équipes. Alors, je le fais devant eux. Ils voient que c'est vraiment aléatoire. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je peux rebouger ça, etc. Donc, ça fonctionne très, très bien. Vous irez voir cet outil-là. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ils ont changé leur façon de faire. Et si vous avez plusieurs classes, vous voyez, je suis capable d'avoir, par exemple, ma liste de classes, de toutes mes classes sur un même document, un Google, par exemple. Et lorsque je veux pouvoir faire des groupes aléatoires avec cette classe-là, j'ai tout simplement à cliquer sur le lien. Et là, j'arrive à cette classe-là. Et là, je peux faire des groupes aléatoires avec cette classe-là. Alors, c'est un petit outil fantastique que j'aime beaucoup. Et en termes de développer nos communautés d'apprentissage, ce fait de travailler en équipe-là aide énormément. Donc, mes 2 premiers points, je voudrais vous dire, pour développer cet amour des sciences puis aller rejoindre tous les élèves, peu importe leur niveau, c'est 1, établir ce lien de confiance-là, bien apprendre à connaître vos élèves, développer cette empathie-là aussi. Puis deuxièmement, travailler sur l'esprit de groupe, la collaboration, le travail d'équipe. Ça, c'est 2 éléments. Donc, c'est 2 éléments qui ne sont pas nécessairement liés aux sciences comme telles, mais qui font une énorme différence. Et je vous dirais que dans le changement de paradigme ou de ma vision de voir l'enseignement et l'enseignement des sciences, c'est 2 éléments qui ont vraiment transformé ma façon de voir les choses. Voilà. Là, je parle beaucoup depuis un certain temps. Je vais essayer une autre stratégie parce que des fois, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Puis là, quand j'arrivais devant mes élèves, surtout les dernières années, je me demandais est-ce que tout le monde est correct? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Et là, cette année, je me suis dit, je vais essayer une nouvelle stratégie où je vais imposer, je vais leur dire, OK, posez-moi 3 questions. Donc, je vais vous envoyer un peu la stratégie. On va changer ça un petit peu. J'aimerais au moins avoir 1 à 2 questions ou 1 à 2 commentaires jusqu'à présent avant d'aller plus loin. Alors, je vous lance l'idée. Posez-moi 1 question ou 2 questions ou 1 commentaire, 2 commentaires avant que je passe au prochain point. Je veux vous entendre. On est autour du feu de camp et là, j'ai besoin de... J'ai trop parlé. Parlez-moi de vos propres expériences à ce niveau-là.
Je peux parler? Bien sûr. Bien sûr. Je suis très d'accord de l'importance de travailler en groupe, de façon générale, surtout en sciences. Je pense que c'est comme ça que les enfants apprennent de façon générale, en toute matière. Hein? Mais c'est ça. J'ai pas de questions. J'ai des questions, mais pas en lien avec ce que tu viens de présenter. Oui, alors, voilà. Alors, tu peux garder tes questions pour tantôt, les poser tout de suite, mais ne pas les oublier, certainement. Oui. Alors, on me demandait, est-ce que le Flippy est un outil gratuit? Oui, c'est un outil qui est gratuit. Il fonctionne avec Google. Donc, si vous n'êtes malheureusement pas un environnement Google, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes dans un environnement Google, allez le voir. Il y a une panoplie d'outils qui sont très intéressants pour faire des mots cachés, des mots croisés, comme je vous disais tantôt, des jeux d'évasion avec des cadenas, ou encore, moi, ce que je veux utiliser, c'est les badges. Surtout, cette année, je vais enseigner 9e année. Puis là, on a un système décloisonné. Donc, l'utilisation de badges va peut-être m'aider à permettre à chaque élève d'aller un peu à son propre rythme. Je peux penser aux badges, par exemple. Qui me disait qu'il était en maternelle tantôt? Oh, j'ai toujours une admiration pour les gens en maternelle et comment ils réussissent à ce que chaque élève progresse de façon individuellement, mais que tout le monde progresse. Je trouve ça fantastique. Est-ce possible de regrouper les élèves selon leurs défis? J'imagine que oui. Alors, vous pourriez faire, par exemple, dans une même classe, faire des sous-groupes et ensuite y aller de façon aléatoire pour ces sous-groupes-là. Ça pourrait être une idée. Bienvenue à la réalité de 7e et 8e année. Oui, on va vivre cette idée-là. Mais je pense que ça va pouvoir bien aller pour la 9e année. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se produire. Okay. Alors, pour mon prochain point, je voulais parler les badges. Vous savez, un peu comme... c'est quoi le terme francophone? Quelqu'un peut m'aider? J'ai un petit blanc ici. Vous savez, dans le fond, l'idée des badges, c'est des écussons. Moi, c'est ça, un écusson. Un peu comme, vous savez, on parlait de plein air, un peu comme les scouts, lorsqu'ils accomplissent une tâche, ils obtiennent un petit écusson. Là, je suis maintenant un maître de telle chose. Alors, l'idée, ce serait un peu ça, d'avoir des tâches que l'élève fait un peu à son rythme. Et lorsqu'il termine la tâche, bien, il reçoit son écusson pour dire, bien, maintenant, je connais la structure de l'atome, par exemple, en 9e année. Alors, j'ai mon écusson de l'atome. Oui, exactement, un peu comme dans les cours de natation. Et oui, avec l'outil de Flippity, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai regardé un petit peu, où on peut le faire de façon numérique. Donc, on peut suivre, puis on peut attribuer ces écussons-là de façon numérique. On peut les créer, les dessiner comme on veut de façon numérique et ensuite les attribuer à nos élèves. Que pensez-vous de l'idée de mettre des affiches de sciences en classe, tableau périodique? Oui, Fériel, il est possible, par exemple, si on parle de tableau périodique, nous, à l'école, on a un tableau périodique qui est francophone. C'est ProLab Scientific, sans vouloir faire de publicité pour eux, mais c'est une compagnie qui fournit du matériel scientifique, là, surtout du côté québécois, et ils ont des tableaux périodiques francophones aussi. Mais oui, de faire des choses avec les élèves. J'ai vu ça à plusieurs reprises, par exemple, des gens qui avaient fait un tableau périodique géant et qui l'avaient mis sur le terrain de l'école avec des matières recyclées. Je trouvais ça fantastique. Alors, de faire des choses avec les élèves, ça pourrait être très bien aussi. OK. Alors, prochain point, je dois parler du processus d'apprentissage. Alors, un peu comment on apprend en sciences. OK? Et là, je vous propose quelque chose. Il y a une petite vidéo qui est ici. Ce que je vous proposerais, c'est de prendre, la vidéo dure 6 minutes. Exactement. 6 minutes et demie, quelque chose comme ça. Alors, ce que je vous proposerais, c'est que peut-être qu'on l'écoute chacun de notre côté. Puis ensuite, je vais recueillir un petit peu vos commentaires, puis on va partir de ce point de vue-là aussi
pour en développer davantage. Puis pendant que vous faites ça, je vais aller chercher quelque chose que j'ai oublié. Donc, je vous laisse 7 minutes. Donc, il est 14h27. Donc, on se donne jusqu'à 14h35. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est ici. Je vais vous mettre le lien aussi dans la boîte de clavardage. Et pour qu'on puisse regarder tout ça, alors je fais juste, tiens, je vais arrêter le partage un instant. Donnez-moi un instant. Oups, minute. Ah, non. Attendez. Alors, voilà. OK. Alors, je vous mets le lien dans la boîte de clavardage. Alors, on se donne jusqu'à être 35. Je vais éteindre ma caméra quelques instants. Je vais aller chercher quelque chose que j'ai oublié et je vous laisse écouter ça. Puis, on s'en reparle à mon retour. OK? Alors, dans 7 minutes.
Non. Alors, depuis tantôt que je parle dans le vide. Merci. Aïe, aïe, aïe. Les joies. Alors, c'est ça l'été, hein. Bon. Alors, tiens, je reprends ce que je disais. Donc, on revient après avoir écouté la vidéo. Merci de me le dire. Alors, j'avais Lisa qui avait la main levée. Alors, Lisa, je te laisse la parole. Est-ce que je peux répondre à la vidéo? Bien, oui, c'est justement, je te laisse. Excellent. Oh, j'adore. Parce que c'est justement quelque chose qui me tient à cœur maintenant. Et c'est toujours été quelque chose que je travaille beaucoup avec mes élèves. C'est l'idée de, c'est pas ce que tu retiens dans ta mémoire qui est important. C'est pas tes connaissances qui est important, mais c'est comme tes compétences. C'est comment tu apprends. Oui. C'est comment tu écoutes. C'est la persévérance. C'est comment. C'est tout le comment, c'est ta volonté aussi, qui est plus important de ce que tu connais au moment. Puis Oui. toutes tes connaissances, c'est pas vraiment ce qui est important. Puis les gens, même les adultes, pensent que ce qui est plus important, c'est comment bien tu lis, comment bien tu fais les mathématiques. Et c'est ça ce qui fait un bon élève. Mais c'est pas vrai du tout. Parce que puis il y a même des études qui disent que les personnes qui vont être comme les CEO, ce sont les personnes qui ont fait comme c'est pas les élèves qui ont été des A en école. Ce sont des élèves qui ont été des C et des B à l'école. Alors, c'est comment tu mets en application ces compétences. C'est ça, ce sont les élèves qui travaillent fort pour acquérir leur C puis leur B, qui ont acquis leurs compétences, puis qui doivent écouter attentivement et tout ça qui vont aller plus loin. Oui, on parle, Lucie qui disait, on parle des HH, effectivement, parce que en sciences, c'est tellement vaste que je peux, puis même dans d'autres matières, mais je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout savoir. Donc, c'est comment je vais aller chercher ces informations-là, comment je vais aller chercher ces connaissances-là, comment je vais résoudre des problèmes qui me sont présentés. Bien, ça, c'est des compétences que je peux aller réutiliser dans différents domaines. Alors, c'est la même chose, par exemple, mes élèves en chimie 11e, bien, des fois, je leur dis, bien, sur un test, par exemple, bien, ça va être des nouveaux problèmes que tu n'as peut-être jamais vus, mais si tu comprends comment résoudre les problèmes, bien, tu vas être capable de le faire quand même. Alors, même si ce n'est pas quelque chose que tu connais comme tel, mais il faut que tu utilises ton raisonnement et les autres éléments que tu connais autour, et ces compétences-là sont importantes. Je lisais les autres commentaires, puis gênez-vous pas à mettre des commentaires dans la zone de clavardage, je veux vous entendre. Donc, les éléments qui nous ont frappés par rapport à la vidéo. Diane qui disait les élèves doivent être en action pour retenir. Effectivement, souvent en sciences, on a ce défaut-là d'être très théorique et les élèves vont prendre des notes. Alors, on a 1.1, 1.2, 1.3, etc., etc. Et ce n'est pas nécessairement comme ça qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre, ils vont pour pouvoir faire un test ou quoi que ce soit, mais à long terme, ce n'est pas ce qui est le plus bénéfique comme tel. Et Lisa Benoît qui disait mettre en évidence les idées fausses. Et ce que je disais tantôt, c'est que contrairement peut-être à d'autres matières, si par exemple, je ne sais pas moi, en histoire ou quoi que ce soit, on peut avoir un élève qui arrive et qui n'a aucune connaissance dans un domaine. Je prends par exemple en musique. Si on a quelqu'un qui n'a jamais joué du piano, il n'a aucune idée comment jouer du piano. S'il ne connaît pas les notes, il ne sait pas c'est quoi une portée, il part de rien. Mais nos élèves, quand ils nous arrivent en classe, ils connaissent déjà des choses parce que la science, c'est la vie qui nous entoure. Malheureusement, des fois, ces choses-là sont fausses. Alors, il faut en premier les déconstruire pour pouvoir les reconstruire par la suite. Malheureusement, des fois, même ces idées fausses persistent. Alors, il faut trouver une façon de changer ces idées fausses-là et il faut permettre aux élèves de tester leurs idées fausses et de vérifier, puis là, eux-mêmes se poser des questions, savoir, ben OK, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas là? OK?
la façon dont on présente les choses, oui, effectivement. Donc, cette idée de discuter, puis je parlais tantôt de créer un environnement, une communauté d'apprentissage, alors que par la discussion, la résolution de problèmes, on arrive à développer nos connaissances. Ça devient super important. OK, je vais vous faire une petite activité. C'est là que je suis allé chercher tantôt, un peu dans ce principe-là, des idées ou des choses qu'on a déjà vues. C'est une activité que je fais avec mes élèves de chimie 12. De hockey. Oui, j'adore cette idée-là. Oui, si on fait le lien avec l'analogie des sciences, c'est comme si un élève ne toucherait pas à la rondelle avant le niveau universitaire. C'est effectivement le cas. Alors, tu sais, pour apprendre à jouer au hockey, bien, il faut jouer avec, puis là, on découvre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis des fois, on développe certaines techniques, puis là, hop, c'est pas tout à fait la bonne technique. Donc, des fois, le même principe avec le sport, l'analogie du sport, des fois, pour amener un élève plus loin, bien, il faut déconstruire sa technique pour en reconstruire. Alors, des fois, l'élève ou l'athlète prend un pas de recul, mais ça lui permet de prendre 2 pas d'avance. OK? On va faire une petite activité. OK? J'ai une petite idée. Là, il fait chaud chez moi, je n'ai pas d'air climatisé, donc ce n'est pas idéal, mais je vous présente 2 choses. J'ai ici une plaque métallique qu'on avait achetée pour faire dégeler de la viande. OK? Donc, si vous avez un repas qui est congelé aussi, vous mettez sur la plaque métallique et c'était censé permettre à la pièce de viande ou le plat, peu importe, de dégeler plus rapidement. Là, ça change quoi que je le mette sur un morceau métallique? C'est comme c'est pas branché à rien, ça chauffe pas. Pourquoi que ça dégèlerait plus vite? OK? Fait que là, j'ai un morceau métallique et j'ai une planche de plastique. OK? Alors, si je prenais un glaçon, OK? Et là, ou bien, là, je vais vous demander d'écrire dans la zone de clavardage A ou B. A étant la plaque métallique, B étant le plastique. Alors, si je mets un glaçon dessus, c'est pas évident avec la caméra, mais en tout cas, bref. OK? Est-ce que ça va fondre? Là, ça commence déjà à fondre parce qu'il fait chaud dans la maison. Là, mais est-ce que ça va fondre plus vite, selon vous, sur la plaque métallique? Ou encore sur mon plastique? OK? Alors, A ou B? Indiquez-moi ça dans la zone de clavardage. Je vois beaucoup de A. Et je vous dis, la première fois que j'ai fait l'expérience avec mes élèves, j'ai appris ça cette année. À la preuve que, dans le fond, quand je disais créer cette communauté d'apprentissage, c'est-à-dire que même nous se rendre un petit peu vulnérables, dire, ben, je ne connais pas tout, je ne peux pas tout connaître en sciences. Des fois, c'est peut-être même pas mon domaine, mais on va l'apprendre ensemble, ces choses-là. Alors, j'ai plusieurs gens qui me disent Ah. Maintenant, la deuxième question. Alors, pour ceux qui ont dit Ah, vous avez raison. Okay, la preuve ici, c'est que mon glaçon, là, quand je le mets sur la plaque métallique, là, il se met à fondre presque instantanément. Là, ça fait plein d'eau. Okay? Tandis que sur ma plaque de plastique, bien, je suis capable de le laisser sur la plaque sans qu'il se mette à fondre. Et là, est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi? Oh! C'est plus complexe. Oui. Marie-Micheline, à la fin, je vais pouvoir rappelez-moi ça, je vais vous envoyer le lien pour la présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi? Pourquoi ça fond plus vite sur le morceau de plastique? Le plastique, meilleur conducteur de chaleur, de froid. Le matériel est un meilleur conducteur de chaleur. Ici. Là, j'essaie d'essuyer mes mains en même temps parce que j'ai plein d'eau, tout ça. Okay. Et là, oui, vous avez raison, dans le fond. C'est que notre plastique, c'est un isolant. Ce qui fait en sorte que la chaleur de l'environnement se transmet moins rapidement à mon glaçon et mon glaçon fond moins vite. Ma plaque métallique, c'est un conducteur. Donc, la chaleur ou le froid du glaçon se répand plus rapidement à l'environnement, ce qui fait en sorte que mon glaçon fond plus rapidement. Honnêtement,
j'ai appris ça l'année dernière, je ne savais pas. Et je pensais pendant tout ce temps-là que la plaque qu'on avait achetée ici, on s'était fait avoir, que ça servait à absolument rien. Et non, effectivement, ça permet de faire fondre la glace. Il y a la capacité thermique aussi, mais c'est surtout l'aspect de la chaleur. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour faire un peu ce lien-là avec la vidéo comme telle, où on veut aller mettre l'élève face à ses connaissances antérieures pour pouvoir les tester ses connaissances antérieures et, par exemple, s'il y a des connaissances antérieures qui sont fausses, bien, être capable de les déconstruire en quelque sorte et de les remplacer par quelque chose d'autre. Alors, cette idée-là de la discussion, de l'expérimentation, tester nos connaissances devient super, super, hyper important. Donc, dans ce processus d'apprentissage-là, on ne veut pas nécessairement tout dire à l'élève, mais lui permettre de découvrir plein de choses et de tester ses connaissances antérieures. Le deuxième point que j'ai mis là-dessus par rapport au processus d'apprentissage, une suggestion que je pourrais vous faire, c'est d'inverser votre planification. Souvent en sciences, ben, on va donner des éléments théoriques, puis à la fin, bang, on va faire une expérience qui vient concrétiser ou confirmer tout ce qu'on a expliqué d'avance. Mais je vous dirais, mettez ça à l'envers complètement. Faites faire l'expérience au départ par vos élèves, puis ensuite, à partir de là, bien, on l'explique, puis on va aller découvrir les éléments théoriques qui permettent d'expliquer l'expérience. C'est un peu plus le processus scientifique, dans le sens qu'un scientifique, lorsqu'il fait une expérience, bien, il ne connaît pas tout. Puis, l'expérience lui permet de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Je donne un exemple ici. Je vais essayer de voir si je suis capable de le retrouver. C'est pas celui-là. Voilà. Une minute. OK. L'expérience de la canette, là, je sais que ça bouge très vite là, parce que c'est comme une animation GIF. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience de la canette-là. Okay? L'idée, c'est la canette qui va imploser. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu d'eau dans la canette, on la fait chauffer. Et là, lorsqu'on l'inverse dans de l'eau froide, pouf, sous l'effet de la pression atmosphérique, elle va s'imploser. Alors, souvent, mon cours de chimie 11, je commence de cette façon-là avec la canette. Et là, je vais demander aux élèves, je dis bien, trouvez-moi une explication. Qu'est-ce qui permet d'expliquer que la canette, elle a implosé comme ça? Et là, les élèves n'ont aucune idée, ils vont mettre leurs explications, leurs connaissances de base, selon leur impression. Certains sont très proches de la réponse, d'autres sont très loin. Et là, pendant tout le module, ce module-là sur les gaz, par exemple, on va étudier différents aspects des gaz. Et à la fin, on va revenir, puis là, je vais faire sortir leur explication du départ, puis je vais dire, OK, maintenant, bien, selon vos connaissances, là, réévaluer votre explication, puis adapter cette explication-là en fonction de ce que vous avez appris comme tel. Donc, inverser les choses. Un autre aspect, je voudrais mentionner ici, super important, d'établir des liens. Je l'ai dit, les sciences, c'est notre vie autour de nous. Tout est scientifique. Okay? Je parlais tantôt de Louis avec son odeur de vinaigre, comment ça affecte le nez, pourquoi il éternue ou il tousse ou quoi que ce soit. Cuisiner, c'est des sciences. Jardiner, c'est des sciences. Donc, si vous avez la chance, par exemple, d'avoir un jardin à l'école ou même faire des biscuits avec vos élèves. J'avais une enseignante qui, elle, en chimie, elle faisait une tarte aux pommes sans pommes, juste en utilisant certaines substances qui créent des molécules qui goûtent et qui sentent la pomme alors qu'il n'y a pas de pomme. Donc, tout autour de nous, c'est des sciences. On pense à cuisiner, par exemple. Je me souviens à un moment donné, on faisait des beignes à la maison et tout à coup, je suis comme, pourquoi est-ce que les beignes, on dirait qu'ils ne gonflent pas? Ah, parce qu'on aurait oublié de la poudre à pâte, par exemple. À quoi ça sert la poudre à pâte? Si tu n'as pas de poudre à pâte, qu'est-ce que tu mets à la place? Alors, la vie autour de nous, c'est des sciences. Alors, utilisez notre quotidien pour faire ces liens-là entre la science et la société. J'ai Diane qui dit « Commencer avec un questionnement, ensuite aborder la théorie. » Oui, définitivement. Souvent, là, dire « ma plaque ici, là, je mets un glaçon.
pourquoi est-ce qu'ils fondent plus vite sur la plaque que sur le morceau de plastique? Alors, dépendamment du niveau, bien là, je peux parler d'isolant versus conducteur. Par exemple, en 9e année, l'électricité, je peux parler d'isolant versus conducteur. Si je suis en chimie 12e année, je peux parler de capacité thermique. On peut faire des calculs, on peut aller plus loin. Donc, dépendamment du niveau, je peux l'ajuster. Mais cette idée-là de partir avec un phénomène qu'on observe et ensuite on trouve la théorie, ça, c'est la méthode scientifique. Si on pense aux gens en sciences, bien, c'est ce qu'on fait. Hein? On a quelque chose qu'on ne comprend pas et on essaie de l'expliquer. Souvent, vu qu'on a acquis beaucoup de connaissances au fil des années, bien, on a tendance à l'expliquer puis pas revenir à ce questionnement de base-là. Mais je pense que c'est important de revenir à ce questionnement de base-là à tous les niveaux dans notre vie quotidienne. Donc, établir des liens. Puis des fois, ces liens-là, ça peut être autre, ça peut être des liens de société. Récemment, j'ai découvert une émission à Radio-Canada. Vous connaissez sûrement La nature selon Boucard, avec Boucard Diouf. Et une des choses que j'ai remarqué de son émission de radio, c'est qu'il fait toujours un lien avec la société. Donc, il part avec un sujet scientifique, mais là, il va aller faire un lien avec quelque chose de plus social. Comme par exemple, j'écoutais une émission sur l'eau. Alors, il parlait de l'importance de l'eau, de la structure de la molécule et tout ça. Puis à la fin, un de ces segments d'émission, c'était par exemple les femmes qui donnent naissance dans l'eau. Donc, il y avait un lien au niveau de société aussi. Alors, c'est important de faire ce lien-là. Je vous ai mis différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour aider ce processus d'apprentissage. Donc, pour aller explorer ça un petit peu plus davantage. Donc, le processus d'enquête. Donc, l'idée, par exemple, de ma canette qui implose, c'est un processus d'enquête. Alors, pourquoi la canette implose? Alors, on va faire différentes expériences. On va aller découvrir les principes des gaz pour finalement arriver à une explication pourquoi la canette a implosé. Évidemment, notre méthode scientifique, puis je vous encouragerai à la méthode scientifique de faire l'expérience au départ, puis ensuite que les élèves trouvent l'explication. Au lieu de donner la théorie avant de faire l'expérience, ça respecte un peu plus mieux l'idée scientifique, le processus scientifique. Le processus de design, souvent, on laisse de côté celui-là où on va développer, améliorer quelque chose. Donc, le processus d'itération, on va aller améliorer un aspect, donc partir de quelque chose qui existe déjà, puis comment on peut l'améliorer. Ça, c'est important. Je ne vais pas trop m'éterniser parce que je ne veux pas manquer de temps, mais j'ai un collègue qui fait ça un petit peu aussi là, avec, par exemple, calculer la capacité thermique émise lorsqu'on brûle quelque chose. Et évidemment, le codage qui a été ajouté dans plusieurs de nos curriculums, c'est une stratégie qui nous permet justement d'amener cette réflexion-là chez nos élèves comme tel. OK. Le prochain point que je veux parler, c'est la démonstration de leur apprentissage. Ça, c'est un point que j'ai découvert que je trouvais qui était de plus en plus important, c'est que, je ne sais pas si c'est un effet de la pandémie ou quoi que ce soit, mais souvent, si j'explique un concept, puis là, je demande, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Oh, oui, monsieur, on a compris, ça va, pas de question, on passe à autre chose. Puis finalement, lorsque vient le temps de vérifier sur un test ou quoi que ce soit, là, on se rend compte que finalement, vous n'aviez peut-être pas compris. Donc, c'est important d'amener les élèves à verbaliser ce qu'ils ont appris. Et souvent, ils n'osent pas le faire à l'oral, devant la classe, c'est un peu intimidant. Donc, il faut trouver des façons qui sont non menaçantes à ce qu'ils puissent verbaliser leurs apprentissages. Différentes façons qu'on peut faire ça, utiliser par exemple des tableaux blancs. Dans ma classe, il y a plein de tableaux blancs tout autour. J'ai même acheté des petits tableaux blancs là, portatifs où les élèves peuvent écrire, puis ensuite ils peuvent lever, là, puis me montrer ce qu'ils ont appris. Je trouve que ça, c'est fantastique, où ils peuvent me démontrer ce qu'ils ont fait. Ça me permet de voir puis de savoir où chaque élève se situe en termes de son apprentissage. Donc, j'encouragerais fortement l'utilisation de ces tableaux-là. Ça, c'est une bonne chose. Offrir des choix aussi à nos élèves. Tantôt, on parlait des écussons. C'est pour permettre aux élèves de progresser un peu à leurs différents niveaux, mais aussi pour
pour apprendre un même concept, peut-être d'avoir différentes tâches pour un même concept, ce qui nous permet à l'élève d'avoir un choix. Et ça va souvent développer leur engagement. Comme par exemple, je ne sais pas si je l'ai ici. Ah oui, je l'ai juste ici. Okay. Ça, c'est un exemple d'une activité que j'utilisais avec mes élèves en bio 12e année où pour différents concepts, ils ont différentes tâches qu'ils peuvent compléter. C'est à eux de choisir, par exemple, ici, ils en choisissent 2 options parmi les 3. Puis des fois, il y en a un qui est obligatoire. Alors, une fois que c'est complété, bien là, ils vont cocher compléter. Moi, je pourrais, par exemple, le corriger, le vérifier. Et là où je voulais utiliser l'idée des écussons, bien là, je pourrais leur remettre un écusson pour dire, ben oui, tu vas compléter cette tâche-là, tu peux passer à la suivante ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. Je vous encouragerais aussi à utiliser différentes façons pour que les élèves puissent verbaliser leurs apprentissages, parce qu'il y en a qui sont très bons à l'écrit, il y en a qui sont bien meilleurs à l'oral. Donc, d'utiliser des systèmes, j'ai mis des liens ici. Là. On a par exemple là, une application que j'aime beaucoup qui est Screencastify Submit, où dans le fond, l'élève va expliquer à l'oral, va enregistrer son explication. Et moi, je vois l'explication à l'oral, puis là, je peux voir ce qu'il y en est. D'utiliser la vidéo, d'utiliser la balado-diffusion. C'est différentes façons aussi qui permettent de verbaliser cet apprentissage-là. Puis moi, comme prof, de pouvoir voir, dans le fond, où est chaque élève, quelles sont ses difficultés, comment je peux l'aider aussi. Et dans le même principe, on veut aussi diversifier les modes d'évaluation. Donc, par exemple, l'utilisation d'un portfolio peut devenir un outil très utile quand vient le temps d'évaluer, au lieu d'évaluer, par exemple, le rapport de laboratoire traditionnel ou encore un test traditionnel. Donc, avoir un portfolio, ça peut être une idée. Puis, le portfolio peut être très, très simple. Ça n'a pas besoin d'être rien de super, hyper complexe. Par exemple, je vous montre rapidement. Là, ça, c'est un modèle que j'utilise pour en chimie, où ils vont où il y a les différents objectifs et selon les objectifs, donc ils vont me placer des exemples d'exercices qu'ils ont fait, des résolutions de problèmes, etc. Et je leur ai même mis une petite flèche là, pour qu'ils puissent m'indiquer leur niveau de compréhension comme tel. Alors, différentes façons de verbaliser leurs apprentissages. Alors ça, c'était mon 4e point, leur permettre de verbaliser cet apprentissage-là. Avant d'aller plus loin, là, je prends les questions. Je veux questions, commentaires avant de passer à mon dernier point sur comment rejoindre tout le monde. Alors, oui, le temps passe vite. Je parle trop. Alors, je veux 3 questions ou commentaires. Donc, dans la zone de clavardage, dans le micro. Alors, que vous soyez en voiture. Oui, Flipgrid qui ressemble beaucoup à ce que je disais tantôt, Screencastify. Je vous mentionnerais juste de faire attention, par exemple, avec Flipgrid, qui s'appelle maintenant Flip, voir avec les autorisations selon vos conseils scolaires. Je sais que dans mon conseil, on ne permet pas l'utilisation étant donné les restrictions en termes de protection de vie privée, etc., etc. Là, savais-tu? Oui, créer des vidéos pour le téléscolaire de Savais-tu? Ça, j'aime ça. Si vous regardez, il y a plein de belles choses qui se font en termes d'explications scientifiques, donc de vidéos, de vulgarisation scientifique qui se fait sur le web. Alors, malheureusement, il y en a plusieurs qui sont en anglais. Donc, ça peut être une belle opportunité pour nos élèves de présenter leurs connaissances ou ce qu'ils ont appris et de faire la promotion de la langue française aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de choses de bonne qualité qui se retrouvent du côté francophone. Et si je peux rajouter là-dessus, je parlais tantôt de l'utilisation des tableaux blancs. L'année dernière, avec mes élèves, à un moment donné, il y avait certains concepts. Puis ça semblait bien aller. Puis les élèves n'avaient pas trop de questions, puis ils semblaient comprendre.
Puis des fois, quand on leur demande, par exemple, de verbaliser à l'oral, bien, devant un groupe, ça peut être intimidant. Donc, de l'expliquer sur le tableau blanc. Et là, je leur ai demandé, par exemple, de m'expliquer un concept, c'est un concept de biologie sur comment on part de l'ADN pour donner des protéines. Alors, c'est le processus de transcription, de traduction. Alors, de m'expliquer ça et de l'expliquer sur un tableau blanc. C'est très mécanique, c'est comme un peu une voiture. Ben, c'est comme un moteur de voiture. Moi, dans ma tête, c'est un peu comme ça. C'est des protéines et chaque protéine a un rôle. Puis c'est très mécanique. Puis je leur demandais de m'expliquer ça, puis de le faire sur le tableau, puis je pouvais circuler, puis je pouvais voir leur compréhension. Et là, je peux arrêter puis dire, ben ça fait quoi? Là, il me l'explique. Je dis, OK, ben là, il manque des détails ici. Ça fait quoi? OK, là, il manque des détails. Et ça permet d'approfondir cette compréhension-là. Puis je peux voir leur niveau de compréhension. Et ça l'aidait beaucoup quand ils sont capables de verbaliser ces choses-là. Yeah. OK. Puisque le temps file, je vais passer au dernier. Puis ensuite, je vais ouvrir un petit peu plus la discussion. Le dernier point, je vous dirais, qui est important pour l'enseignement des sciences, c'est de toujours nourrir cette créativité-là et la curiosité. Donc, nourrir la curiosité de nos élèves par rapport au monde qui les entoure. À la base, les élèves sont curieux, ils veulent apprendre. Donc, leur donner la chance de découvrir. Si vous êtes capable de ne pas nécessairement se fier à un livre ou une façon de faire, mais puis aller chercher des choses pour lesquelles vous êtes à l'aise. Si vous n'enseignez pas souvent les sciences, mais que vous faites de la cuisine, bien, la cuisine, c'est des sciences. Alors, cuisinez avec vos élèves. Si vous jardinez, le jardinage, c'est des sciences. Alors, jardinez avec vos élèves. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller rattacher à nos concepts scientifiques, par exemple, avec des choses de tous les jours. Donc, nourrir cette curiosité-là, ça devient super, super important, toujours. Développer leur créativité. Puis là, il y a quelques vidéos, je vous ai indiquées ici. On n'aura pas le temps de le regarder, mais je vais vous inviter à aller le regarder un peu par vous-même. Comment stimuler la créativité chez nos élèves. Des fois, on va penser, pour stimuler la créativité, bien, on va leur donner plein de choix. Okay? Fais le sujet que tu veux, le format que tu veux, etc. Et souvent, ça peut avoir l'effet contraire, dans le sens que ça crée un frein, parce que quand on offre trop de choix, on devient comme figé, en quelque sorte. On ne sait pas quoi faire. C'est un peu le principe de la page blanche. Alors, on devient un petit peu figé. Alors, l'idée de donner des contraintes. Je vous donnerai l'exemple suivant que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire d'Apollo 13. Peut-être juste me faire un petit signe. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'Apollo 13? Il y a un film qui a été fait là-dessus. S'il y en a qui peuvent me lever la main. Si vous avez déjà entendu le signe d'Apollo 13. Oui, 2 autres. OK. Apollo 13 n'est pas allé sur la Lune. On fait le tour de la Lune, par exemple. Okay. Alors, pour ceux qui savent pas l'histoire d'Apollo 13, c'est que en allant vers la Lune, ils ont eu un problème technique, donc une explosion. Et là, ils ont dû... la phrase célèbre « Houston, we have a problem ». Donc, cette fameuse phrase-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans le fond, Apollo 13, c'est que, bon, ils se rendaient vers la Lune, il y a eu une explosion dans ce qu'on appelle le module de commande, qui est le vaisseau qui les amène à la Lune. Et ce module de commande-là n'était plus utilisable. Donc, ils ont utilisé ce qu'on appelle le module d'alunissage, donc le petit vaisseau qui leur permettrait d'atterrir sur la Lune comme un peu un radeau de sauvetage pour pouvoir revenir sur la Terre. Le problème qui arrivait, c'est que ce radeau de sauvetage-là, ce module d'alunissage-là, était conçu pour 2 personnes pour une durée très limitée. Et là, il y était 3 personnes là-dedans pour beaucoup plus longtemps. Et ça n'a pas pris de temps qu'à un moment donné, le niveau de CO2 a augmenté de beaucoup. Et là, il y avait un problème. Et là, leur solution, c'était, bien, on va prendre parce que les filtres de CO2 étaient saturés. Donc, leur solution, c'est on va prendre les modules de CO2, les filtres de CO2 qui étaient du module de commande pour les mettre dans le module d'alunissage, puis ça va régler le problème.
Sauf que c'est deux compagnies différentes qui ont construit le module de commande et le module d'alunissage. Le module de commande avait des filtres carrés. Le module d'alunissage avait un filtre rond. Alors, c'était l'idée comment on fait rentrer un filtre carré dans un espace rond. Alors, les ingénieurs de la NASA avaient toute une série de contraintes en utilisant uniquement du matériel qui sont disponibles par les astronautes à bord pour faire rentrer un filtre carré dans un espace rond. Et je vous recommande d'aller voir le film Apollo 13. Et cette scène-là, c'est toujours une scène que j'aime beaucoup où tu as une série d'ingénieurs de la NASA autour d'une table. Il y a quelqu'un qui vide. Voici ce que les astronautes à bord ont en main. Bien, comment est-ce qu'on fait rentrer ça qui est carré dans ça qui est rond et trouver une façon. Et c'est un peu ça. L'idée pour stimuler la créativité, souvent, c'est d'ajouter des contraintes. Alors, si vous pensez, par exemple, des contraintes au niveau des travaux, des contraintes au niveau du temps, si on pense à certains défis au niveau des STEAM, des fois, on va donner des contraintes de taille, de poids, des choses comme ça. C'est ce qui permet de stimuler la créativité beaucoup. Donc, vous irez voir cette petite vidéo-là. Ça va être, j'espère, très inspirant. Okay? J'ai parlé de nourrir la créativité. Les mêmes stratégies qu'on utilise vont aider à stimuler cette créativité-là, cette curiosité-là. Et un dernier petit vidéo là, que vous avez ici en bas, là, je vous recommande d'aller voir celui-là aussi en termes d'inspiration. Voilà. Donc, c'est un peu mes 5 points que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, 5 éléments pour aller rejoindre tous nos élèves et stimuler l'enseignement des sciences. Donc, bien connaître nos élèves, créer ce lien de confiance-là entre nous et nos élèves, super important. Développer cette communauté d'apprentissage-là. Je reviens en arrière, mes 5 points. Okay? Utiliser différentes stratégies au niveau du processus d'apprentissage. Donc, partir de la résolution de problèmes, partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, de leurs connaissances comme telles, parce qu'ils n'arrivent pas en classe en connaissant rien, ils connaissent plein de choses, mais il faut stimuler cette utilisation-là. Puis, si on a créé ce lien de confiance-là, cette communauté d'apprentissage, mais nos élèves n'auront pas nécessairement peur de dire ce qu'ils pensent. Okay? Leur donner la possibilité de démontrer ce qu'ils ont appris sous différentes formes, pas seulement à l'écrit, mais différentes manières, et finalement s'assurer de toujours nourrir cette créativité-là et cette curiosité-là. Super important. Alors, 5 éléments à retenir qui risquent de nous aider à développer cette culture scientifique-là, on l'espère, pour nos élèves un peu partout. Et là, je vous demande encore une fois votre collaboration. Je vous laisse parler. J'ai Lisa qui a une main levée. Je te donne la parole. Non, excuse-moi. Non? Oh, c'est triste. Alors, je vous encouragerais 3 questions, 3 commentaires. 5 questions, commentaires. Je veux vous entendre. 3 questions, 3 commentaires en terminant cette journée ici. Là. Alors oui, j'ai une question, mais je n'ai pas accès à la présentation. Ah. Je vais remettre le... Merci. Je vais remettre le lien dans la... Voilà. Merci. Mettre le lien ici. Alors, il nous faudrait un deuxième café, je pense, sur le coin du feu de camp cet après-midi pour susciter les conversations ou les commentaires. Merci, Nathalie. Alors, je vais laisser une diapositive avec certaines ressources. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, je sens nul. J'aime ton commentaire, Diane. Je ne sais pas si tu veux prendre le micro pour en dire un petit peu. Ben, c'est juste que comme on a beaucoup de choses à faire, comme on le sait tout, là, il y a une contrainte de temps,
Puis, j'aimerais être créative, comment je dirais ça, là, créative scientifiquement, là, si tu veux, là, comme être capable de faire des liens entre les différents sujets. Puis, je sais pas, je trouve ça intimidant quand t'es pas à l'aise avec la matière. Comme, tu sais, Ouais. c'est juste ça, je trouve. Ouais. Je suis quand même assez, on va dire, chanceuse, là, parce que je ne sais pas comment je fais ça, mais mes élèves ont tendance à aimer les cours de sciences qu'on fait, mais je trouve que comme c'est beaucoup de blabla, puis j'aimerais que les élèves soient plus en action, mais c'est toujours comme, tu sais, on a la contrainte de matériaux, là, tu sais, comme on n'est Oui. pas vraiment équipé, on a la contrainte de temps, comme souvent, moi, mes leçons de sciences, je dois les insérer dans un bloc de 30 minutes, so, élaborer des grandes expériences, je suis limitée à ce point-là, là. Oui. Puis je dirais peut-être un conseil, c'est de commencer lentement. Puis, tu sais, je disais au début, là, tu sais, mon enseignement en ligne, j'étais très anxieux par rapport à ça. Et j'ai pris beaucoup de temps à parler avec mes élèves, puis développer ce lien de confiance-là, développer cette communauté d'apprentissage-là. Puis mon épouse qui me niaisait me disait, ben Daniel, sur une période d'une heure, t'as enseigné 15 minutes. Puis je disais, ben, c'est pas grave. Je te dirais peut-être un peu, c'est la même chose. Puis peut-être partir de choses qu'on aime faire, qu'on connaît, parce que la science, c'est notre vie de tous les jours. Quelqu'un pourrait faire un curriculum de sciences à tous les niveaux, basé simplement sur la cuisine, ou sur le jardinage, ou sur la mécanique automobile, si c'est quelque chose que tu connais bien, ou pas. Alors, je pense que c'est d'aller chercher dans la vie de tous les jours des éléments qui se rattachent à nos curriculums. Puis il y en a plein, puis on n'a pas besoin de chercher super, hyper longtemps. Ma plaque ici, qui pendant des années, je pensais que je m'étais avoir, puis que c'était de l'argent gaspillé, finalement, ça ne l'est pas. Mais je ne savais pas. Donc, c'est de partir de notre expertise, puis dire, ben, qu'est-ce que je peux rattacher à ça par rapport aux sciences, puis d'être honnête avec les élèves aussi en disant, ben, on crée une communauté d'apprentissage, donc je ne connais pas tout et on va l'apprendre ensemble. Et honnêtement, là, je la connais, mon histoire de ma plaque, mais la première fois que je l'ai fait avec mes élèves, je l'avais vu en ligne, puis j'étais comme, OK, j'ai aucune idée pourquoi. Et là, eux ont émis des hypothèses, on a fait des tests, on a fait différentes choses, puis on a découvert, ben, quelle est la raison derrière tout ça. J'avais Lisa qui avait une main levée aussi. Toujours. Bien oui, j'aime ça. Merci. Alors, j'enseigne la 2-3 l'année, cette année, qui vient pour la première fois. Et comme j'aime faire des projets et j'aime intégrer mes matières pour me sauver du temps puis pour enlever le stress des élèves et ne pas enseigner comme une matière à la fois, Oui. j'aimerais intégrer mes niveaux aussi et faire des projets. Je cherche en français des projets et il n'y en a pas. Comme que je peux trouver à nulle part. Puis avec le nouveau curriculum, avec le nouveau programme cadre, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou toi, Daniel, qui pourrait m'aider à m'aligner avec une ressource? Ouais. Okay. Ben, une des ressources puis je vais faire la promotion parce que je travaille un peu avec eux. Je suis prête à acheter. Il y a Parlons Science. Oui, je connais. Si vous ne connaissez pas, oui, je connais. Parlons Science, ils ont toute une panoplie de projets qu'on peut faire à différents niveaux. Tu sais, je parlais de jardinage tantôt. Tout simplement, le projet Tomatosphère. Si vous avez déjà fait le projet Tomatosphère, ce sont dans le fond des graines de tomates qui ont voyagé sur la Station spatiale internationale, puis on veut faire une expérience à savoir lesquelles vont germer plus rapidement. Puis, cette expérience-là peut nous permettre de présenter à nos élèves le principe, par exemple, parce que c'est une expérience à double aveugle. Dans le fond, nous, on reçoit des graines avec des lettres, mais on ne sait pas quelle qui est quelle. Donc, on peut parler des biais scientifiques, etc. On peut parler des variables dépendantes et dépendantes.
Et là, une fois que les tomates ont germé, bien là, on peut faire toutes sortes d'autres expériences, par exemple. Donc, on peut aller tester toutes sortes de plein d'autres variables dépendantes et indépendantes, la lumière, la quantité d'eau, blablabla, etc. Mais là aussi, on peut étendre ça. Donc, on peut aller parler, par exemple, des éléments nutritifs que nos tomates ont besoin. On parle, c'est des tomates qui ont séjourné sur la Station spatiale internationale. Donc, moi, je fais un lien avec l'astronomie en 9e année. Donc, il y a plein de ces projets-là qu'on peut aller relier à différents éléments à différents niveaux de notre curriculum. Puis des fois, on n'a pas besoin de trop se compliquer la vie. Puis là, on peut faire des liens aussi, donc, faire des calculs, faire des graphiques. Par exemple, nos tomates, on a calculé à hauteur. C'est juste un des exemples, mais je pense que ça serait un premier point à aller explorer. Puis j'ai mis des ressources ici qui peuvent vous aider. Là. Par exemple, là, au niveau, en utilisant le collage, on peut faire des liens avec les mathématiques, les sciences, etc. Ça aussi, ça pourrait aider beaucoup. J'ai Louis qui a une main levée. Ben oui, alors, bonjour tout le monde. Moi, là, par rapport à ta question, eh bien, je suis un fan fini d'une revue qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Ça fait 40 ans qu'ils font de la science, qu'ils vulgarisent. Puis il y a une maison d'édition qui s'appelle Bayard. C'est en français, et puis je pense que ça vaut la peine d'explorer. En tout cas, ils font beaucoup de publicité comme quoi c'est pour gérer la science pour les parents. Ça fait que moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à explorer là-dedans. Puis au cours des années, ils ont produit des volumes avec des petites expériences, quelque chose d'assez simple, merci, sur des principes de base. Fait que peut-être, j'ai fait une petite recherche sur mon téléphone, puis je me suis posé la question, voir si ça existait encore. Puis ils font une promo pour la rentrée scolaire 2022. Donc, ça veut dire que ça existe encore. Fait que voilà, c'était mon petit. Ça s'appelle Les Débrouillards. Et puis, drôlement scientifique. Voilà. Merci tout le monde. Effectivement. Puis, je reviens à ce que je disais au départ, c'est d'aller chercher des éléments pour lesquels vous avez une certaine expertise, puis aller rattacher les éléments de votre curriculum là-dessus. Que ce soit, peu importe le domaine. On n'a pas besoin d'être expert, puis si on dit à nos élèves, on va découvrir ça ensemble, puis on va explorer, puis on va se donner un projet, puis on va le découvrir ensemble, puis on va développer notre compréhension ensemble. Puis ça peut être un sujet pour lequel vous n'êtes pas nécessairement expert ou experte, mais que vous avez un intérêt. On parle d'astronomie, par exemple. En 9e année, on a un module d'astronomie. Puis quand on a commencé à enseigner l'astronomie, on n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait. Puis ensemble, on développe nos connaissances. Puis des fois, les élèves nous arrivent avec des super belles ressources aussi. Donc, si on était en mesure de créer cette communauté d'apprentissage-là, les élèves vont venir enrichir. Puis idéalement, si on était en mesure de nourrir cette curiosité, en dehors de notre cours, ils vont aller fouiller par eux-mêmes aussi, puis ils vont ramener des choses, puis de leur donner cette possibilité-là de présenter ce qu'ils ont trouvé aussi. Puis, quand on parle, par exemple, du processus d'enquête, des fois, on sait où on s'en va, puis des fois, on ne sait pas où on s'en va. Puis on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais c'est correct, ça aussi. Okay? De se donner cette liberté-là, de dire, je ne sais pas nécessairement ça va être quoi le produit fini. Mais c'est correct. Ça peut être déstabilisant, mais c'est le processus scientifique aussi. Voilà. Donc, j'ai vu des gens qui ont mis des ressources en ligne dans la zone de clavardage. Merci beaucoup. Fait que les élèves vont poser plus de questions. Ashley, je ne sais pas si tu pouvais prendre la parole. Suggères-tu de simplifier un peu, en fait, que les élèves vont poser plus de questions? 1 de 2. Alors, je ne suis pas certain de comprendre ton commentaire. Pardon. Je trouve souvent que j'essaie comme trop grand. Puis là, c'est difficile à... Et cette année, j'enseigne première, deuxième. Alors, ça, c'est où, comme j'aime les sciences, je ne connais pas tout du tout, mais
Je trouve que je pourrais poser comme 1000 questions, puis parfois c'est comme, comme je suis tellement enthousiaste, puis là, ça me semble qu'ils sont comme, quoi, madame? Ben, je te dirais que la première chose, c'est l'enthousiasme. Si on est enthousiaste nous-mêmes envers les sciences, puis envers ce qui nous entoure, puis de découvrir ce qui nous entoure, je pense que ça va nourrir nos élèves, puis ça va être contagieux, puis ça, c'est la bonne chose. Puis oui, peut-être simplifier dans le sens que, ben, de demander à les élèves eux-mêmes, par rapport à quelque chose qu'ils observent, ben, eux-mêmes arriver avec les explications, puis ensuite d'aller tester leurs explications en quelque sorte. On s'entend pour les premières, deuxième années, on garde ça un petit peu plus simple, mais qu'eux-mêmes peuvent arriver à des questions, puis peut-être eux-mêmes développer des petites expériences pour aller tester, voir si leurs explications sont bonnes ou pas. Alors ça, c'est vraiment le processus scientifique comme tel. Donc, si on peut inculquer ce processus scientifique-là dès un jeune âge, bien, ça va être fantastique quand ils vont arriver à moi au secondaire. Oui, vive le processus. Merci. Donc, on arrive vers la fin, puis je ne veux pas prendre plus que votre temps. Donc, nos objectifs aujourd'hui. Donc, juste revenir 30 secondes sur des ressources. Je vous ai mis une page pleine de ressources. Alors, si je vous ai parlé tantôt de la technique, de la stratégie du Thinking Classroom, de la classe collaborative ou réflexive que j'utilise beaucoup. Donc, vous pouvez aller voir les ressources qui sont ici. Je dirais ça a transformé vraiment ma façon de voir les choses, mon enseignement. Et ça me permet vraiment de voir le raisonnement chez les élèves, puis pouvoir voir vraiment où ils sont. Puis ça permet aussi de développer beaucoup ce travail d'équipe, puis cette idée de communauté d'apprentissage aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le processus d'enquête, il y a quelques livres ici, quelques ressources super bonnes. Un bon point de départ, je parlais tantôt de Parlons Sciences, qui est un bon point de départ pour des processus d'enquête ou quoi que ce soit, mais il y a aussi les animations faites qui sont un bon point de départ. C'est des simulations gratuites. Je vous donne un exemple bien bête. En 9e, on enseigne la structure de l'atome. Bien, je n'enseigne plus la structure de l'atome, la structure de l'atome, les protons, neutrons, électrons. Les élèves vont aller sur le site, il y a une petite animation où ils vont construire eux-mêmes des atomes. Et là, j'ai un questionnaire qui vient avec. Et là, selon ce qui est sur le questionnaire, ils vont découvrir quelles sont les constituants de l'atome, où sont les protons, les neutrons, les électrons, lequel est responsable de la masse, lequel est responsable de la charge, etc., etc. Donc, ils développent eux-mêmes leurs connaissances sans que j'aie à leur expliquer. Malheureusement, les faites, c'est en anglais, mais souvent, on peut prendre les ressources qui sont là, les guides d'apprentissage, et on peut facilement les traduire et en français aussi. Donc, ça se fait. Oui, il y a Sciences Nord aussi qui offre beaucoup de bonnes ressources. Je ne l'ai pas mis là-dessus, mais ça, je viens de le voir, Lucie qui le mentionnait. On parle de codage, programmation dans nos nouveaux curriculums. Alors, je vous ai mis des liens ici. Parlons Sciences, on a beaucoup de ressources par rapport au codage comme tel. Si vous êtes nouveau par rapport au codage de la programmation, je vous conseillerais peut-être l'utilisation des microbits. Je n'en ai pas avec moi, mais c'est des petits bidules là, très faciles à coder qui ne demandent pas grand-chose. Donc, là-dessus, Make Code. Ça, c'est à aller voir. C'est quoi le lien de la ressource pour la structure de l'atome encore, s'il te plaît? C'est FAIT. Ça s'appelle Animation FAIT. Je vais vous mettre ça ici. Alors, vous allez voir structure de l'atome. Vous allez le trouver tout de suite. S'il y en a qui s'intéressent, oups. Voilà, j'en reviens ici. Sur certaines ressources par rapport à l'utilisation d'un portfolio, vous pourrez aller voir là aussi. Alors voilà, donc on arrive à la fin, donc nos objectifs. Alors j'espère qu'on les a atteints. L'idée, c'était d'avoir une discussion sur nos ressources, des stratégies, s'inspirer mutuellement pour la nouvelle année à venir et développer notre enthousiasme par rapport à notre année à venir et l'enseignement de nos cours de sciences. On a ce privilège-là d'avoir des cours où on peut
les élèves peuvent être étonnés. On peut relier ça à leur vie au quotidien. C'est loin d'être abstrait. C'est le concret, c'est notre vie de tous les jours. Donc, on peut s'inspirer de tout ce qu'on vit au quotidien. Alors voilà, je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose dans l'atelier d'aujourd'hui que j'ai mentionné, que vous avez peut-être oublié, ou dans une semaine, dans un mois, il me semble que j'avais entendu ça, puis là, j'ai telle affaire, ça m'a permis de réfléchir. N'hésitez pas, contactez-moi. Gabriel Côté, oui, je me souviens de Gabriel. Pas en 10e, en 9e, par exemple. Donc, envoyez-moi un petit message, que ce soit sur les différents médias sociaux, dans mon courriel ou quoi que ce soit. Ne vous gênez pas. Pendant que vous êtes elle dormait sur son pupitre. Pas tout le temps, je pense pas. Donc, à tout moment, durant l'année, à un moment donné, j'ai pensé à quelque chose. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Ne vous gênez-vous pas, surtout. Faites-moi un petit coucou, puis ça va me faire plaisir. Avant la fin de la journée, si vous avez une chance de prendre quelques minutes pour remplir notre questionnaire de satisfaction, ce serait très, très, très apprécié. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, peu importe, si vous voulez continuer la discussion, je suis ouvert, je suis libre. Ça va me faire plaisir de continuer cette discussion-là avec vous. Je vous souhaite une belle fin de vacances. Profitez bien de ces dernières journées. Je vous souhaite une belle rentrée scolaire et je vous souhaite surtout de belles découvertes avec vos élèves et de vous amuser. C'est ce qui est important aussi. Alors, merci.